Poursuite sur une sphère. On a un robot qui se déplace sur une sphère. Alors bien sûr, cette sphère c'est la Terre, même si on prend un rayon pour la sphère de 30 mètres par exemple, c'est juste pour avoir des échelles raisonnables et bien mettre en évidence le côté sphérique de la Terre. Alors pour ce robot, on va se placer en coordonnées sphériques, c'est-à-dire on va le repérer par sa longitude et sa latitude. Donc ça, c'est pour repérer sa position. Et il a un cap qu'on va noter psi. Alors ce cap est donné relativement à l'est. C'est-à-dire lorsque psi égale 0, le robot pointe à l'est. Alors souvent, on prend pour référence le nord, mais pas toujours. Bon, ici, on prend l'est. Alors, dans un repère local. Alors, local, c'est un repère cartésien qui est pris dans un point de référence qui se trouve dans la zone où évolue le robot. Alors, les équations d'état sont des équations de type char. Donc, x point égale cos psi, donc x, y, c'est les coordonnées dans le repère local, et psi, ça reste toujours le cap. Alors, on vous demande de trouver les équations d'état en fait en cylindrique, c'est-à-dire avec la longitude et la latitude, et le cap, qui sont des moyens, un autre moyen que cartésien de repérer le robot. Et c'est indispensable de considérer ces coordonnées lorsqu'on travaille sur des grands espaces, c'est-à-dire lorsque le robot est censé évoluer dans des zones de plusieurs centaines de kilomètres. Alors c'est ce qu'on va faire, on va faire un petit rappel. Donc ici j'ai représenté la Terre, et je vais considérer un point de référence. Alors, un point, par exemple ici, ça peut être repéré par sa longitude, sa latitude. Alors initialement, on a un repère géocentrique, je vais le représenter là, avec ici x, y et z. Alors z, x, y, il faut que ça reste un repère direct. Et j'ai un point de référence. Alors ce point de référence, lorsque je suis en coordonnées sphériques, je vais le repérer par, alors là je ne l'ai pas représenté ici, mais il va y avoir la longitude. Alors la longitude, c'est dans le sens là. Alors je vais essayer de le représenter. Voilà, quand la longitude évolue, ben, j'évolue suivant un méridien. Non, suivant une parallèle. Lorsque la latitude évolue, je vais changer, je vais bouger sur un méridien. Voilà. Donc ce qu'on appelle un repère, enfin une carte locale, alors je vais essayer d'en représenter une ici. J'ai pris un point de référence et je prends ici un repère cartésien. Donc, dans ce repère cartésien, je vais essayer de zoomer un peu ce qui se passe dans ce carré vert. J'ai ça. J'ai une carte, alors, qui représente ce que je viens de représenter là. Et ici, si je prends un point, mettons un point ici, représente un point qui est là. Alors, ce point peut avoir des... Alors, il y a donc deux x, y, z. Il y a le x, y, et souvent on l'appelle quand même x, y, de la carte locale, et le x, y, z du repère géocentrique. Alors, dans le cas du repère géocentrique, on a une transformation qui va du monde cartésien vers le monde sphérique, qui nous dit que une transformation T, cette transformation T, elle est donnée par... Alors, elle est décrite de la façon suivante. X égale ρ cos Ly. Alors, Ly, c'est dans le sens qui est là, donc ça va être Ly, si vous voulez, c'est l'angle, c'est un angle Ly. Pareil pour Lx.
cos Lx. Et ρ, c'est le rayon de la Terre. Alors, je ne vais pas représenter ici, mais on comprend bien, c'est le rayon de la Terre. Ρ cos Ly, sin Lx. Et enfin, Z, c'est l'altitude. Z, c'est l'altitude. C'est ρ, enfin, là où, enfin, pas vraiment l'altitude, puisque, bon, c'est un peu ambigu. C'est dans le sens de Z que vous avez vu dans le repère géocentrique. Sinus Ly. Donc, cette transformation, en fait, me permet de passer de Lx, Ly et ρ à x, y, z, de façon différente de représenter un point dans l'espace. Alors, si je suis autour de ma carte locale, je n'ai pas représenté aussi ici l'altitude, mais j'aurais pu présenter l'altitude, c'est-à-dire la distance au centre de la Terre, hop, par un autre vecteur, alors que je représente comme ça. Pas facile à représenter, mais qui donne l'altitude. Alors, dans ma carte locale, je vais peut-être l'appeler momentanément x tilde, y tilde, pour montrer que c'est des petites variations, puisque ça n'est valable que si je peux considérer que la Terre est un plan. Ben dans ce cas-là, j'ai une transformation qui a été démontrée dans le cours, qui nous dit que x tilde. Alors x tilde, c'est ici si j'ai un point qui a bougé. Voilà, je vais avoir x tilde, et y tilde, c'est celui-là. Je vais avoir x tilde. Alors lorsque je bouge, je passe de cette longitude-latitude et je bouge ces angles Lx et Y, bien évidemment, ici, je vais bouger de x tilde et de y tilde. Et ce x tilde, y tilde vont être donnés par ρ, cos Ly, multiplié par la variation de longitude. Pareil pour y tilde, c'est égal à ρ L tilde y. Et enfin, on comprend bien que le z tilde, ça va être égal à ρ tilde. Donc ça veut dire que je me suis éloigné. Lorsque je suis sur la surface de la Terre, bien évidemment, ρ tilde égale 0. Je n'ai pas bougé, puisque le point de référence est pris sur le centre de la Terre. Mais sinon, une petite variation autour de ce point-là va m'engendrer une distance au centre de la Terre qui va correspondre à ρ tilde. Bon, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc cette transformation elle va être importante. Pourquoi? Parce que ce qu'on me demande dans l'exercice, c'est de donner les équations d'état dans les repères cartésiens, dans le repère, excusez-moi, alors, longitude, latitude, on va dire, et pour cela, il va falloir le dériver pour calculer et le point x et le point y, psi point, et je vais bien évidemment travailler dans le repère local. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Je reviens ici, maintenant que j'ai fait ce petit rappel, et je vais passer à cette première question. Première question. Alors, je vais avoir, d'après ce que je viens d'écrire ici, d'après ce que je viens d'écrire plutôt ici, je vais avoir un L.x. Alors, je reprends ça. Je vais réécrire ça de la façon suivante. Bon, voilà. Je vais écrire, d'après ça, j'ai dx. Alors dx, c'est x tilde. Un infiniment petit, on va dire, est égal à ρ cos Ly fois dx, fois plutôt dlx, qui correspond à ça. Je vais avoir dy, celui-là, est égal à ρ
DLY, c'est celui-là. Je divise le tout par dt. Ici, pareil, je divise par dt. Ici, divisé par dt. Ici, divisé par dt. Alors, pourquoi je fais ça? C'est bien évidemment pour faire apparaître ici un L.x, ici un x point, y point, et ici L.y. Or, je sais que, d'après ce qui est donné dans l'énoncé, le modèle en coordonnées locales, je vais avoir ici le dx qui va être égal à, enfin le x point qui va être égal à la vitesse. Alors je reprends les équations, elles sont données ici, cos psi. Et celui-là c'est sin psi. De tout ça, j'en déduis quoi? J'en déduis que L.x, L.y, alors pour obtenir les équations d'état, bien évidemment, il faut que je décrive les variables d'état Lx, Ly et psi point. Et ça, je ne dois faire intervenir que le Lx, le Ly, le psi et le u. Si j'ai pas ça, j'ai pas des équations d'état. Donc ici, L.x, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à... alors, ici, je vais avoir pour x point cos psi. Alors, je suis en train d'isoler celui-là. Cos psi divisé par rho cos Ly. Ici, je vais avoir sin psi divisé par rho voilà, divisé par rho. Et ici, j'ai psi point égal. Là, je les avais dans les équations d'état précédentes. Rien n'a changé. Elles sont là. C'est U. Voilà la réponse à la première question. On me demandait d'établir les équations d'état en coordonnées cylindriques. Deuxième question. On nous demande de simuler avec du graphisme 3D ce système en évolution. Alors pour ça, il va falloir dessiner la Terre en 3D, dessiner le bateau, enfin ou le robot en 3D. Bon, c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc je vais prendre MATLAB et je crée une fonction que j'appelle Earth, comme la Terre. Alors, voilà. Et je vais faire une fonction, une sous-fonction que j'appelle draw Earth. Alors, je vais devoir faire un motif pour ça. Le motif, c'est donc les coordonnées de chacun des points de la Terre. Au début, il est vide, et puis je vais le remplir petit peu par petit peu, avec un pas angulaire, par exemple, de pi sur 10. Il suffit, il ne faut pas que je mette trop grand, sinon ça va me prendre trop de temps de calcul. Ensuite, je vais fabriquer mon maillage pour Y. Alors, le maillage pour Y, c'est donc la latitude. Je vais aller de moins pi sur 2, avec un pas de A jusqu'à pi sur 2. Alors, le maillage pour X. Alors, le maillage pour X, il va aller, lui, de 0 jusqu'à 2pi, avec un pas de A. Et maintenant, je vais faire une boucle. Alors, une boucle, pour tracer, je vais commencer
par tracer les parallèles. Donc, il y a combien de parallèles? Pour avoir les parallèles, je vais prendre LY. Je vais la faire varier dans le maillage grand LY. Ensuite, pour chacun des parallèles, je vais faire varier pour le tracé la longitude. Et ensuite, je vais remplir le motif avec ça. Donc, le motif, c'est égal à l'ancien motif plus le point que je viens de rajouter. Donc, je concatène et je mets, alors ici, la transformation que je n'ai pas encore codée, hein, LX, LY, ρ. En effet, il va falloir que je raisonne ici en coordonnées cartésiennes pour pouvoir faire le tracé. Voilà la transformation que j'ai pas encore que j'ai pas codée. End. Voilà. Alors, est-ce que je la... Et ensuite, alors une fois que j'ai tracé les parallèles, il va falloir que je trace les méridiens. Et pour tracer les méridiens, c'est le même genre de... Alors, soit je le trace directement ici, je vais faire... bon, peut-être pas, je vais plutôt mettre à la queue le. Donc, je vais faire ici LX, LY. Donc, je trace dans l'autre sens. NN. Puis, une fois que j'ai ça, parallèle. Alors là, je note quand même parallèle, méridien. Et puis, une fois que je les ai fabriqués, je vais pouvoir tracer par plot 3 pour me dessiner en 3D. Plot 3 de M. Alors, je rentre les X. Les Y et les Z. Bon, une fois que j'ai ça, il va falloir bien évidemment que je code cette fonction de transformation que j'ai décrite ici. Voilà. Donc ça, je vais le coder maintenant. Je reprends MATLAB. Je vais faire ma fonction que je vais appeler T. Et cette fonction T va nous retourner un vecteur en cartésien, que je vais appeler P, qui va admettre pour entrer cette fonction la longitude, la latitude et la distance au centre de la Terre. Alors, cette fonction, je recode ce qu'on a vu tout à l'heure, P égale, alors ρ, je le mets en facteur. Je vais avoir ici, alors je reprends, c'est pas celui-là, c'est celui-là, ρ cos Ly cos Lx. Cos Ly fois cos Lx. Alors pour la deuxième ligne, c'était pareil, sauf qu'il y avait un sinus. Cos Ly, sin Lx. Et enfin, pour le dernier, c'était sin de Ly. Bon, voilà, je vais pouvoir ainsi tracer la Terre, mais je vais quand même l'appeler dans mon programme principal. Puis je vais peut-être faire une fonction intermédiaire. Alors le programme principal, je vais le mettre ici. Là, je vais appeler une fonction que je vais appeler draw, parce que bien sûr, j'aurai d'autres choses à tracer. Donc je vais faire ici fonction draw. Pour l'instant, elle n'a pas d'argument, j'ai end. Puis ici, je vais appeler ma fonction draw dans le programme principal. Alors cette fonction draw, qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, elle doit m'effacer l'écran, parce que bon,
classique, hein. J'efface l'écran, je crée mes repères, donc axes. Alors axes, il y a le rayon de la Terre, donc je vais mettre R, le rayon ici, au fois. Alors ici, je vais mettre moins 1, 1 pour X, moins 1, 1 pour Y, moins 1, 1 pour Z. Voilà. Pour pas qu'il y ait de déformation, axes square, qui respecte les échelles. Hold on. Alors ça, c'est des lignes, je les connais par cœur, hein, c'est toujours les mêmes qu'on a ici. Et puis ici, je vais appeler le draw earth. Et puis, souvent, à la fin, je vais avoir besoin du fameux draw now lorsque je vais faire bouger les choses. Donc, je le mets dès maintenant. Ici, je rentre ma fonction draw, mais il va falloir quand même déclarer certaines variables, comme on peut le voir ici. Je vais peut-être mettre draw comme variable globale et row comme indiqué dans l'énoncé. Row, ça vaut 30. Alors, 30 mètres, peu importe, hein, ça vaut 30. Je vais peut-être mettre un init qui met tout en grand écran. Et voilà, je lance. Et il me trace ma sphère. Alors, je peux la faire tourner, et ben, c'est là-dessus que mes robots vont évoluer. Alors, je ferme ça, et je regarde dans l'énoncé, on me demande en effet de simuler le système. Alors, pour simuler le système, je vais prendre ici, je vais faire une fonction que je vais appeler, je vais dessiner un ou deux robots, parce qu'il va y avoir la cible, donc je vais dessiner un robot. Donc là, je vais faire une fonction que je vais appeler function draw rob. Alors, je vais rentrer X, et puis pourquoi pas une couleur, que j'appelle col. End. Alors ici, les coordonnées du robot seront données en longitude, latitude. Alors pour la longitude, latitude, je vais peut-être les initialiser dès maintenant. Alors si par exemple ici, je mets X pour le robot égale, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je vais mettre, mettons, 1 pour X. Alors ça doit être des radians. Hein. 1 radian. Et 1, ça c'est pour le cap. Hein. Ici, lorsque je vais faire un draw, je pourrais faire, alors dans le draw, je vais pouvoir faire un draw earth, je vais passer l'état X, et puis ici, je vais faire, une fois que j'ai tracé la Terre, là, je vais faire un draw rob de X. Mais là, attention, comme j'ai les équations d'état sous forme de longitude-latitude, il faut bien se souvenir qu'ici, j'ai dans X des angles. Donc je vais avoir, alors je vais tout de suite, pour lever l'ambiguïté, dire que Lx, c'est x de 1, Ly égale x de 2. Donc longitude, latitude. Et puis l'angle, le cap, psi égale x de 3. Alors, comme ça, j'ai moins de chances de me tromper par la suite. Il va falloir que je fasse un motif pour mon robot. Alors je vais peut-être prendre un motif que j'avais tracé dans d'autres applications. Par exemple, pour le sous-marin, j'avais fait un motif, voilà. Je vais prendre celui-là. Peu importe. Alors, je reviens ici. Je fais le motif, c'est la forme de mon robot. Je vais l'appeler rob0
Voilà. Ensuite, il va falloir que je fasse mes changements de repère. Alors, mes changements de repère, pour faire passer de mon repère, qui est, alors, je reprends ce dessin-là. Voilà. Pour passer de ce repère, alors je vais peut-être le dessiner d'autres couleurs, de ce repère-là, à ce repère-là. X, Y et Z. Donc ici, j'ai en effet un changement de repère que je vais appeler R, LL, comme longitude, latitude. Voilà, donc R est donné ici, dans le cours. C'est cette matrice de transformation qui me permet de passer du repère géocentrique à mon repère local, sachant que mon repère local est repéré par sa longitude et sa latitude. Donc je vais devoir faire ce changement de repère pour pouvoir placer mon motif là où il faut sur la planète. Donc je l'appelle RLL, bon, égal. Alors ça commence par moins sinus LX. Moins sinus LX. Ensuite, moins sinus de LY fois cos de LX. Cos de LY multiplié par cos de LX. Je retourne à la ligne. Alors là, comme ça risque de ressembler, je vais faire un copier-coller. Ici, bien évidemment, je vais avoir le cos. Moins sin LY, ici, le sin. Ici, le sin. Ici, je vais avoir un 0. Cos de LY. Sin de LY. J'ai tout simplement recopié cette matrice-là. Donc je vais faire subir à mon robot cette première transformation pour la placer là où il faut, mais aussi il va falloir que je le fasse pivoter de façon à ce qu'il respecte les angles de l'air. Donc je vais fabriquer ma matrice de transformation de l'air par la fonction Euler matrix. On doit avoir ici, là, qui est donné ici. Bon, on va le rappeler. Et bon, je l'appelle Euler mat. Alors, je vais donner une gîte. Donc, il y a le fit étape psi. Gîte et assiette. Donc, qui correspond au roulis et au tangage. Psi. Donc, je lui donne un cap. En fait, j'utilise ça uniquement pour l'orienter suivant le cap désiré. Mais il restera à l'horizontale. Et enfin, ma matrice de transformation R, elle va contenir RLL, aussi E, donc RLL parce que je le place au bon endroit, je le pivote dans le sens de mon repère local, mais aussi je fais pivoter mon sous-marin pour qu'il ait les bons angles de l'air. Je vais mettre ici la transformation en ce qui concerne la translation en coordonnées homogènes. R est constitué d'une partie rotation, mais aussi une partie translation. La translation, c'est LX, LY et ρ. Voilà, donc je le positionne au bon endroit. Et puis ensuite, pour avoir les coordonnées homogènes, je suis obligé de rajouter 0, 0 et 1, 1. Bon, voilà, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir prendre mon motif ROB0 et lui faire subir cette transformation. Donc, grâce
à la représentation en coordonnées homogènes, j'arrive à la fois à faire la translation et la rotation. Et puis j'ai plus qu'à le tracer. Donc je vais faire un plot 3. Plot 3, et ben, je vais avoir ici robe de première ligne, toutes les colonnes, ça correspond au 6. Alors ici, 2, et puis 3. Et puis ici, je vais donner une couleur, colle. Alors, je vérifie que je l'appelle bien. Ah non, je l'avais. Est-ce que je l'ai appelé avec la couleur? Non, peut-être pas ici. Donc ici, je vais lui donner une couleur, par exemple, en noir. Alors, il y a une erreur. Robe 0. Alors, le robe 0, il y a un problème de matrice. Ben, évidemment, je ne l'ai pas mis en coordonnées homogènes. Pour le mettre en coordonnées homogènes, il faut rajouter une ligne de 1. Voilà, je relance. Et bien, il me l'a tracé là. Alors, il me l'a tracé tout en haut. Alors, je vais déjà voir, je vérifie. Bon, il me l'a tracé là, il est bien à l'horizontale. Il a bien un angle de 1 radian par rapport à l'est. Bon, apparemment, il n'y a rien qui me choque dans ce dessin-là. Maintenant, il va falloir lui mettre ses équations d'état de façon à le faire bouger. Pour mettre les équations d'état, je vais rajouter une fonction d'évolution. Donc ici, je vais mettre function x point x dot égale f de x virgule u, toujours que je vais intégrer après par la méthode de l'air. Ici, je vais mettre x point égale. Alors, je reprends les équations d'état que j'avais démontrées ici. Les démontrées ici, voilà. En fait, ce que je vais devoir maintenant implémenter, c'est ces équations. Alors, ces équations d'état-là, donc, en fait, c'est la partie de droite que je vais devoir implémenter. Alors ici, x point. Ça doit être égal à cos de θ, donc θ c'est x de 3, divisé par cos de x de 2. Je viens de recopier cette première équation. Cos psi, j'ai peut-être oublié le rho. Excusez-moi. Voilà. Alors, hop. Ensuite, ici, pour la deuxième, ça ressemble un peu. Qu'est-ce qui me... Hop, excusez-moi. Ici, je vais avoir un signe de x de 3 divisé par rho. Alors, il n'y a plus celui-là. Et enfin, pour le dernier, c'est u, l'entrée. Voilà. Une fois que j'ai ça, donc l'objectif, c'est de le faire bouger. Alors, pour le faire bouger, je vais faire comment? Je vais faire une boucle for en faisant varier le temps. Bon, au début, peut-être 10 secondes, hein, peu importe. Et puis, je vais initialiser le dt. Alors, pour le dt, 0,1.
Je ne mets pas trop petit parce qu'il y a quand même le temps à prendre en compte, c'est quand il trace la sphère. Ça prend un peu de temps. Donc j'ai mis 0,1 de façon à ce que ça corresponde à peu près au temps de calcul. Alors ici, je vais mettre une entrée U qui vaut par exemple 0. Je ne tourne pas. Je vais faire x égale x plus dt multiplié par f de x virgule u. Alors, rho de x, normalement, ça devrait bouger. Petite erreur. Oh là, il y a un problème avec le f. Il me dit qu'il y a un n qui ne va pas. Donc celui-là, c'est pas bon. C'est le n qui est là, puisque c'est la fin de la boucle. Il en manquait un là. Encore autre chose. F de x virgule u, c'est pas bon. Alors, pourquoi? Oui, ici, c'est des points-virgules. Relance. Voilà, je le vois un peu bouger. Oh, voilà, je l'ai vu un peu bouger, donc apparemment, il n'y a pas d'erreur dans mon programme. Il va falloir mettre un régulateur. Alors pour le régulateur, on vous dit qu'il y a un deuxième robot, RA, qui est décrit par les mêmes équations d'état, qui se déplace de façon aléatoire sur la sphère. Puis on vous demande, on demande au robot R de rejoindre le robot RA. Alors pour ça, c'est difficile de raisonner sur la sphère, on va raisonner dans la carte locale. Donc je reprends ici ce qui se passe et je rappelle la carte locale qui est dessinée ici. Alors si je raisonne dans la carte locale, si mon robot, alors je vais avoir mon robot R, alors que je vais dessiner ici, il a un certain cap, donc que j'appelle psi. Voilà, psi. Et le vecteur qui est là, on va prendre un vecteur unitaire qui donne son cap. Ce vecteur, c'est cos psi et sin psi. Alors maintenant, on va avoir le robot qui pointe. Alors on ne sait pas où il est, mais mettons que le robot, même si je raisonne dans la carte locale, alors je vais redessiner la carte locale ici. Mettons qu'elle soit là. Mettons que le robot que j'essaye de rejoindre, hop, alors je vais la redessiner en vert, voilà. Voilà, mettons que le robot que je recherche à joindre soit là. Donc je dois suivre le robot R. Et là, je raisonne que dans la carte locale. Donc là, je vais avoir ce qu'on pourrait appeler un X tilde ici, et puis un Y tilde ici. C'est l'erreur par rapport à mon robot. Il y en a, c'est cette distance-là, qui correspond à X tilde, et celui-là, Y tilde. Alors ça me donne une direction. Cette direction, je vais essayer de la représenter ici en noir. Voilà cette direction. Là, je vais regarder l'angle entre les deux. Donc si je suis à gauche, je vais tourner à droite. Donc là, sur le dessin, je suis à gauche. Donc j'ai intérêt à tourner ici vers la droite. Et puis si je suis à droite, je vais avoir intérêt à tourner à gauche. Donc qu'est-ce qui me permet de voir si je suis à gauche ou si je suis à droite? C'est le déterminant des deux vecteurs. C'est ça que je vais faire. Donc je vais tout simplement dire que U, si je veux une commande proportionnelle, c'est une constante multipliée par le déterminant.
d'une certaine matrice. Cette matrice va contenir cos, psi, sin, psi, et va contenir le x tilde, y tilde. Bon, alpha, je pourrais le prendre égal à 1, peu importe, je pourrais le normer, ça va pas être une très très bonne loi de commande, mais on peut espérer que ça va pas trop mal se comporter, c'est juste pour illustrer, je veux une loi de commande juste pour illustrer que je ne me suis pas trompé dans les changements de repères. Donc c'est ça qu'il va falloir implémenter. Et bien sûr, pour le x tilde, y tilde, je vais devoir utiliser ce qui est donné ici. Donc, c'est-à-dire le rho cos Lx. Alors, celui-là, en gros, au niveau du signe, je vais avoir ici le rho, peu importe, hein. Enfin, au niveau du signe, on comprend bien que ce qui va être important, c'est le signe du déterminant pour savoir si je tourne à gauche ou si je tourne à droite. Ici, je vais mettre, pour cet élément-là, cos Ly multiplié par Lx tilde. Et pour celui-là, je vais mettre Ly tilde d'après ça. Le rho, je ne l'ai pas mis. Le rho, j'aurais pu le mettre, peu importe. En tout cas, c'est un coefficient positif près. C'est ça que je vais implémenter. Donc ici, je vais peut-être devoir fabriquer un premier robot, puisque je sais d'en suivre un, que je vais appeler le robot RA. Et il va falloir que j'initialise. Alors ici, je vais mettre XA qui vaut... Alors, je peux le mettre n'importe où sur la sphère, ça ne devrait pas trop mal se débrouiller. Je vais par exemple le mettre en 0. Bon, ici, je vais mettre UA. Il bouge n'importe comment, ce robot. Alors, je vais peut-être par exemple mettre 0,1 fois random gaussien. Alors, comme il a une vitesse égale à 1, il va être décrit par les mêmes équations d'état que l'autre. Bon, bah, je lui mets une direction complètement aléatoire de cette forme-là. Ensuite, il va obéir aux mêmes équations d'état. Donc, je vais avoir xa égale xa plus... Voilà. Ensuite, je vais calculer mon x tilde. J'appelle dx égale xa moins x. Donc, si vous voulez, sur ce dessin-là, le dx, c'est ce que j'ai représenté ici en noir. Voilà. Ça, c'est ce vecteur. Donc, dx égale xa moins x. U égale. Alors, j'ai dit que c'était le déterminant d'une certaine matrice. Ici, je vais avoir un cos du cap x de 3. Et puis ici, sinus de x de 3. Ici, je vais avoir, c'était dx de 1 multiplié par cos de x de 2. Donc, je reprends tout simplement ce qui est écrit ici. Ici, je vais avoir un sinus. Non, je vais avoir un dx de 2. En effet, le rho, j'ai enlevé 1. Alors, je reviens pour vérifier. Donc, en effet, c'est bien ce que j'ai. Alors, voilà pour l'entrée. U. Maintenant, bon, j'enlève ce U égale 0, puisqu'il est régulé, désormais. Et puis ici, je vais tracer, je vais faire un draw, mais je vais tracer à la fois le premier et à la fois le deuxième.
Donc c'est pour ça qu'ici, je vais mettre un, dans le draw, je vais mettre un XA, X. Et je vais tracer le X en noir, puis la cible, je vais la représenter, par exemple, en rouge. Puis je vais mettre un temps un peu plus long. Alors voilà, le noir, il est là-haut. Il essaye de rejoindre le rouge, qui bouge de façon aléatoire. Et c'est ce qu'il fait. Donc il a l'air de bien le suivre. C'est pas facile à se rendre compte en 3D, mais à la fin de la simulation, je vais pouvoir peut-être tourner autour de la sphère. Alors, voilà. Alors, je vais tourner autour de la sphère. Et on se rend compte que quelle que soit la situation, j'ai bien mon robot noir qui avance à la même vitesse que le rouge. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à le rejoindre complètement. En gros, je ne peux pas contrôler sa vitesse. Donc il le suit, il s'en approche. Alors quand il est loin, il va s'en rapprocher bien évidemment. Mais quand il est prêt, il va avoir du mal à s'en approcher plus puisqu'il ne contrôle pas sa vitesse.